34e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, ouverte le 11 août dernier à Abidjan, vient de clore ses travaux. Le comité a fait plusieurs recommandations, notamment l'installation de chambres des comptes de l'UEMOA dans tous les pays membres. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs vient d'accorder une interview à la RTI. Alain Leboignon s'est prononcé sur la décision prise par l'État de Côte d'Ivoire de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les compétitions sportives internationales prévues sur le sol ivoirien. C'est l'horreur et l'indignation générale après la décapitation de l'otage américain James Fowler. Barack Obama lance un appel à éradiquer le cancer de l'État islamique. Le bureau du journaliste serait un Britannique enrôlé par l'État islamique. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Ajouté au sommaire de cette édition, le dossier du jeudi, nous jetons aujourd'hui un regard dans le secteur minier. Nous parlerons de l'orpaillage, comment l'orpaillage dégrade l'environnement. Nous irons au nord, notamment à Boundiali, Tengrela et Katiola. Mais avant, direction la primature où le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec le ministre burkinabé de la Santé. L'aîné Segbo était accompagné de Raymond Goudou Kofi, ministre ivoirien de la Santé. Il est à Abidjan pour une rencontre de concertation dans le cadre de la lutte conjointe contre le virus d'Ebola. Cette visite fait suite au sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, tenu récemment à Ouagadougou. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la Santé ont reçu instruction de la part du Premier ministre de rechercher ensemble les moyens de lutte efficaces contre la maladie d'Ebola. Daniel Kablan-Duncan a aussi envisagé une politique de lutte avec les autres pays de la sous-région. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les compétitions sportives internationales prévues sur son sol? Qu'en est-il du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone prévu le 6 septembre prochain à Abidjan et comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2015? Le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Leboignon, s'explique. Cette décision des autorités ivoiriennes intervient en application des mesures de prévention prises par le gouvernement contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Regardons ce reportage de Anne-Marie Nguessan et Ange Assokro. Nous disons donc aux fédérations de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'organisation de compétitions sportives à caractère international à Abidjan afin de prendre les mesures préventives. Donc il s'agit simplement de mesures préventives. Les sélections nationales engagées dans les éliminatoires de la CAN 2015 peuvent être aussi confrontées aux problèmes de déplacement en cas de délocalisation de leurs rencontres. Les matchs de football impliquant les clubs ASEC, CEW, dans le cadre de la Coupe CAF, ces matchs auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire lorsque les équipes ivoiriennes doivent recevoir. La Sierra Leone est un pays qui a fermé ses frontières pour cause de virus Ebola. Faut-il maintenir le match au 6 septembre? Nous pensons qu'il appartient à la CAF de prendre la bonne décision. Pour sa part, la Fédération ivoirienne de football s'aligne sur les mesures prises par le gouvernement. Toutefois, elle continue les négociations pour trouver la solution idoine. Évidemment, la question reste de savoir si notre match contre la Sierra Leone, pour ce qui concerne l'équipe A, aura lieu à Abidjan. À l'heure où nous faisons ce point de presse, il faut dire que la question reste entière. Nous continuons donc de rechercher, avec l'appui de la CAF et des autorités nationales, un point d'accord pour que ce match ait lieu. Où se jouera finalement la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone du 6 septembre prochain? La question reste posée. Et cela ne nous empêche pas de nous mobiliser toujours contre le virus Ebola. C'est l'appel en tout cas du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida aux populations. Le bilan fait état de 1350 morts à ce jour. Le ministère de la Santé multiplie donc les mesures de prévention pour éviter la maladie. Il vient de remettre des kits de prévention aux directeurs généraux de publication des entreprises de presse. Le reportage est signé Patricia Oumouitia. Face à ce drame que représente Ebola pour la sous-région, la ministre de la Santé intensifie les campagnes de sensibilisation contre l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, cette phase de sensibilisation réunit les directeurs généraux, les directeurs de publication des entreprises de presse ivoiriennes. Ils sont chargés à leur tour de relayer la sensibilisation auprès de leur personnel en contact avec les populations. La Côte d'Ivoire est en danger parce que nous partageons des frontières communes avec deux pays qui sont affectés. Nous avons des coutumes communes, des rites funéraires communs avec les populations des autres pays et il est important que la presse nous accompagne et nous avons eu la chance jusqu'aujourd'hui d'avoir comme support, n'est-ce pas, de communication la RTI qui fait passer nos messages. Le combat est le combat de tous les Ivoiriens, mais le combat de la communication est un des combats les plus importants. Processus de sensibilisation dans lequel les médias s'engagent à faire passer l'information sur les mesures d'hygiène élémentaires sans créer de psychose au sein des populations. La RTI est engagée aux côtés du ministère de la Santé qui fait beaucoup pour mettre les Ivoiriens à l'abri. Et ce n'est pas une façon de faire peur aux Ivoiriens. On ne veut pas créer la psychose, mais c'est de prendre le maximum de précautions, faire en sorte que nous soyons effectivement hors de danger. Parce que ceux qui sont aujourd'hui concernés ne sont pas très loin de nous. Nous avons une pensée pour eux et nous devons ensemble lutter pour que ce virus ne s'étende pas davantage. C'est vrai, aujourd'hui, l'Ebola, c'est de l'autre côté, c'est pas encore ici. Mais n'oublions pas aussi que nous faisons frontière avec ces pays qui sont touchés. Et si nous ne sensibilisons pas les populations, les risques de contamination sont graves. La rencontre a pris fin avec la remise de kits prévention Ebola aux responsables des médias ivoiriens. Cependant, Raymond Goudou Kofi a tenu à rassurer qu'aucun cas d'Ebola n'est enregistré en Côte d'Ivoire. Elle recommande fortement d'éviter les accolades et d'appliquer strictement les mesures d'hygiène, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau javelisée. Et l'Afrique du Sud prend aussi des mesures. Le pays vient de fermer ses frontières aux voyageurs venant de 3 pays à haut risque touchés par le virus Ebola. Il s'agit de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Le Nigeria, où 5 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique, n'est pas concerné par ces mesures. Et on vient de l'apprendre aussi, les 2 missionnaires américains infectés en Afrique par le virus Ebola et soignés aux États-Unis d'Amérique sont guéris et ont été autorisés par les médecins traitants à sortir de l'hôpital pour retrouver leur famille. La caravane de santé de la Fondation Children of Africa va sillonner la région du Humboldt pendant une semaine. La Fondation va procéder au dépistage systématique, à la vaccination contre la fièvre typhoïde et va mener une campagne contre l'insalubrité. Seront vaccinés contre la fièvre typhoïde les enfants de 3 à 15 ans et les femmes en âge de procréer. Les explications avec Kwadio Kwame, Jean de Dieu. Deuxième pathologie après le paludisme dans le département de Dabakala, la fièvre typhoïde est une maladie infectieuse qui se transmet par voie féco-orale. À titre préventif, bien laver les fruits, les légumes avec de l'eau potable. Protéger les aliments contre les mouches et autres insectes nuisibles. Se laver les mains avant de manger et après les selles. Les symptômes de la maladie sont la fièvre, le vertige, les saignements du nez, des complications qui entraînent la mort au bout de 3 semaines. D'où la vaccination pour mettre la population à l'abri, tout en insistant sur le manque d'hygiène qui est une porte ouverte pour la maladie. La fièvre typhoïde, c'est une maladie de mains sales. Parce que quand on est bien vacciné, on respecte bien les mesures d'hygiène, on ne fait pas la maladie. Pour la caravane de la santé de la Fondation Children of Africa, qui dure une semaine, 10 000 doses de vaccins sont disponibles pour le Humboldt, dont 4 000 pour le département de Dabakala. La population cible est constituée des enfants de 3 à 15 ans et les femmes en âge de procréer. Le responsable de la communication de la Fondation appelle la population à se faire vacciner. Vaut mieux prévenir que guérir et la première dame à travers la Fondation a choisi le mot de la prévention. Nous invitons donc tous les parents à envoyer les enfants de 3 à 15 ans et les jeunes femmes en âge de procréer sont les bienvenus pour pouvoir bénéficier gracieusement de cette vaccination. Ouattara Brahima, au nom du maire de la commune de Dabakala, Bamba Lumina, porte-parole de la population, le secrétaire général de préfecture, Traoré Tchekoura, aurait remercié
la présidente de la Fondation Children of Africa. Ces intervenants ont remercié Mme Dominique Ouattara pour cet acte humanitaire qui permet à la région du Yambol de relever le défi sanitaire de la région. Prochaine étape de la caravane de la santé, Niamey. La 34e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, ouverte le 11 août dernier à Abidjan, vient de clore ses travaux. Le CIP UEMOA a fait plusieurs recommandations, notamment l'installation de chambres des comptes de l'UEMOA dans tous les pays membres. On en parle avec Léon Bro. Après 10 jours d'échanges et de réflexion, la 34e session ordinaire accouche du programme d'activité du comité interparlementaire de l'UEMOA pour l'exercice 2015, un programme assorti d'un budget d'environ 2 milliards de francs CFA. Surtout, ce qui fait que nous avons un budget qui sensiblement a augmenté, nous sommes dans une phase de mutation d'un comité interparlementaire à un parlement de plein exercice. Donc, il aura forcément des charges. À l'endroit des États membres, la 34e session préconise des actions en 4 points, dont l'installation ou le renforcement des capacités de la Cour des comptes de l'UEMOA. Nous avons des États où ça fonctionne avec beaucoup plus de relativité. Par contre, nous avons aussi des États où la Cour de compte n'existe pas et des États où les cours de compte sont logés sous un autre vocable, ce qui ne paraît pas bien normal au vu de l'autonomie de gestion, au vu de l'autonomie du fonctionnement. Cette session budgétaire a aussi abrité 4 communications, notamment celle relative au CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, des échanges pour renforcer les capacités des participants. Nous avons eu des communications sur des sujets très importants, comme le CAMES, comme aussi la Cour des comptes, comme aussi avec le président de la BOAD. Ça m'a beaucoup instruit. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est un outil au sein des parlements des États membres pour la coopération et l'intégration dans l'espace UEMOA. Sa 34e session ordinaire qui a clos ses travaux ce mercredi a été ouverte le 11 août dernier, ici même à Abidjan. Nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où Guillaume Soro a accordé 2 audiences. Le chef du Parlement ivoirien s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et le consul de la République de Cap-Vert en Côte d'Ivoire. Au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces 2 pays, notamment dans le domaine parlementaire. On retrouve notre reporter Léon Bro. Venu pour s'informer du fonctionnement de son institution, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne a reçu des explications de Guillaume Soro sur les récentes activités de l'Assemblée nationale et notamment la 2e session extraordinaire en cours pour la modification du budget de l'État, des explications qui ont achevé de convaincre Mark Bensberg de la bonne santé du Parlement ivoirien. Des raisons de plus pour le diplomate d'envisager le renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. On a parlé de les liens entre nos 2 parlements et la possibilité d'une visite des parlementaires britanniques ici en Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Renforcement de la coopération aussi entre la République de Cabo-Verde et la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est le sens de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au consul de ce pays. Je suis venu transmettre officiellement l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Cabo-Verde à son Excellence Soro Kibafori Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Toujours dans l'optique de raffermir les relations ivoiro-capverdiennes. La Côte d'Ivoire et la République de Cabo-Verde entretiennent depuis de longues dates d'excellentes relations en matière notamment d'économie. Récemment, cette coopération a mobilisé ici même à Abidjan le Premier ministre de ce pays frère pour une visite qui s'est soldée par la signature de plusieurs accords de partenariat. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite d'amitié en Guinée équatoriale. Il s'est entretenu avec le président équato-guinéen pendant son séjour. Henri Konan Bédié a regagné Abidjan aujourd'hui. Le reportage de Kader Ouattara est commenté par Hervé Blé. Retour à Abidjan ce jeudi du président Henri Konan Bédié.
Depuis lundi, le président du PDCI RDA était en Guinée équatoriale dans le cadre du renforcement de la coopération entre le PDCI RDA et des partis politiques de ce pays. Un séjour qui a été marqué par des échanges avec le chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Nous avons parlé de nos deux pays. Nous avons parlé de coopération au plan politique entre les deux partis. Le parti guinéen, le parti au pouvoir là-bas, et le PDCI RDA, et également le développement et d'intérêt commun. Déjà en 2013, le président Henri Konan Bédié avait été reçu en audience par Teodoro Obiang Nguema, le président équato-guinéen. Le président du PDCI RDA effectuait alors sa première visite dans le pays. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, en tournée à Soubré, il a échangé avec les populations. Elles expriment leur reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement, notamment les travaux de construction du plus grand barrage de Côte d'Ivoire qui est à Soubré. À Soubré, le 25 février 2013, date du lancement des travaux du barrage hydroélectrique par le président de la République Alassane Ouattara, reste gravé dans la mémoire collective. L'ouvrage qui sera livré en 2015 va renforcer la capacité de couverture de la Côte d'Ivoire qui pourra être autosuffisante en électricité et approvisionner la sous-région. Le futur barrage de Soubré classe surtout Soubré au rang des villes émergentes et économiquement fortes. Et pour cela, les filles et fils de Soubré ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Soubré, riche de ses ressources agricoles, espère maintenant être un pôle économique. Pour le ministre d'État, Albert Mabry-Touakus, le bonheur arrive à Soubré qui aura bientôt une zone industrielle et de nombreuses infrastructures. La ville va donc se transformer d'ici à 2 ans grâce au président de la République, a-t-il indiqué. Tout ce qu'Alassane Ouattara a promis, eh bien il le réalisera, il aura les moyens de le réaliser, et dans les délais, mais à condition que nous ayons la paix de manière durable. C'est pour ça qu'on lui demande de continuer, parce que ce qu'il peut réaliser pour nous dans les 5-6 ans à venir, personne d'autre parmi nous en Côte d'Ivoire, homme politique, ne peut réaliser cela. Personne. Il n'y a que lui. Ce n'est pas une candidature unique que nous demandons, mais une candidature qui rassemble pour la Côte d'Ivoire, pour continuer les chantiers qui ont démarré. L'énergie est le moteur du développement, c'est pourquoi le barrage de Soubré qui fera de la Côte d'Ivoire un hub énergétique est important. Soubré, à travers ce cadre, soutient les nombreuses actions de développement du président de la République. Les cadres ont assuré le ministre d'État Mabry-Touakus de leur soutien et de leur attachement au chef de l'État. Sur le site impressionnant du barrage de Soubré, les ingénieurs et les équipes sont à pied d'œuvre. Les travaux du plus grand barrage de la Côte d'Ivoire, avec une capacité de 275 MW, avancent, comme a pu le constater le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus. On en arrive au dossier du jeudi. Nous jetons aujourd'hui un regard dans le secteur minier. Nous parlons de l'orpaillage. Comment l'orpaillage dégrade l'environnement? Nous irons au nord, notamment à Boundiali, Tengrela et Katiola. Le dossier de la rédaction est signé Eugène Atoubé. L'intégration de... Quelques soucis techniques, mais nous allons y arriver. Je disais, le dossier du jeudi jette aujourd'hui un regard dans le secteur minier. Nous parlons de l'orpaillage, comment l'orpaillage dégrade l'environnement. Nous irons au nord, notamment à Boundiali, Tengrela et Katiola. Nous allons en parler dans quelques instants, mais à présent, intéressons-nous au projet de formation des forces de sécurité aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire dans les écoles de police et de gendarmerie qui a été lancé en 2009 à Ouagadougou au Burkina Faso. 5 ans après, en 2014, un atelier s'ouvre à Abidjan. L'objectif est de faire l'état d'avancement de ce projet. On en parle avec notre reporter Grace Kando.
L'intégration de cours permanents et obligatoires sur les droits de l'enfant au sein des écoles de police et de gendarmerie. Une préoccupation au centre d'un atelier de formation. Une rencontre qui marque la fin d'un processus de renforcement des capacités des policiers et gendarmes à mieux assurer la protection des enfants. Un projet lancé en 2009 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il sera donc question de faire l'état des lieux et définir les pistes d'action à privilégier afin de consolider les acquis et assurer leur durabilité. On a remarqué que jusque-là, dans nos écoles de police et de gendarmerie, le droit des enfants, la protection des enfants, qui est un domaine très important, n'est pas enseigné dans ces écoles. Donc, les formateurs qui ont été formés vont nous permettre de combler un tout petit peu ce déficit d'enseignement. Il y avait quelques cours sur les droits de l'enfant, mais c'était des cours surtout au niveau des connaissances. Il s'agissait d'apporter, de greffer à ces connaissances-là des compétences, de savoir-faire et de savoir-être dans l'interaction avec les enfants et surtout de mieux comprendre c'est quoi un enfant et quel est le rôle des forces de sécurité par rapport aux différentes problématiques que vivent les enfants en Côte d'Ivoire. 2 jours durant, policiers, gendarmes, représentants d'ONG nationales et internationales seront formés sur les droits de l'enfant. Nous irons dans nos écoles respectives et donner 40 heures de cours au profit de nos élèves stagiaires dans ces 20 écoles. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités seront menées, parmi lesquelles des rencontres stratégiques avec les principaux acteurs du projet. Et vous l'avez compris, la technique est maintenant de notre côté. On revient sur notre dossier du jeudi. Nous jetons, je l'ai dit aujourd'hui, un regard dans le secteur minier. Nous parlons de l'orpaillage. Comment l'orpaillage dégrade l'environnement. Nous irons au nord, notamment à Boundiali, Tengrela et Katiola. Le dossier de la rédaction est signé Eugène Atoubi. Dans cette exploitation minière artisanale à Papara, les orpailleurs mènent leur activité quotidienne de recherche de l'or. Ce village, dans le département de Tengrela au nord de la Côte d'Ivoire, accueille une délégation de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire, UNOMICI. C'est grâce aux responsables de cette organisation que nous avons pu promener notre caméra sur le site aurifère. L'exploitation minière de Papara abrite un monde hétérogène, des hommes de tous âges, des femmes et des enfants. Ici, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles avec du matériel sommaire. Le danger guette les travailleurs à chaque instant. Je vais venir ici justement pour la recherche de l'or, pour avoir du moyen pour aller regarder mes parents. C'est un danger de voir les jeunes sortir de la ville pour venir dans la mine. Et puis, il y a trop d'accidents. Mais comment faire? L'exploitation minière de Papara offre à voir un spectacle édifiant. Un désordre imprescriptible et le sol ressemble à un paysage lunaire. Ici et là, des trous béants de dimensions inégales. Partout, des tunnels et des longs filons dont le nombre ne cesse de croître chaque jour. Aujourd'hui, on assiste impuissant à la mise à mort de la nature et au déséquilibre de l'environnement dans cette partie de la région de la Bagoué. Cette zone, par exemple, était la forêt. Aujourd'hui, regardez avec moi, faites le constat, c'est devenu un désert. Ici, on ne peut plus faire d'agriculture. Les troupeaux ne peuvent plus circuler ici. Même les hommes aussi ne peuvent plus rien faire là. Le secteur de l'orpaillage aujourd'hui, en train de tout détruire. Moins visible, mais tout aussi inquiétante pour l'écosystème. L'utilisation de certains produits chimiques dans l'extraction de l'or, notamment le cyanure et le mercure. Des produits à la dangerosité reconnue. Il faut forcément l'utilisation du mercure pour pouvoir rassembler tout l'or. Ah, c'est l'or. Voilà. Et la couleur est blanche là? Oui, c'est le mercure. Maintenant, ils vont brûler ça au feu. Ça sort maintenant, la couleur est jaune. La fièvre de l'or. Nombreux villages et villes dans le nord de la Côte d'Ivoire en sont atteints. Mbasso et Zangologo dans le département de Tengrela, Kasséré dans le département de Boundiali, jusqu'à Tawara et Nafoum, région de Korogo. Toutes ces localités foisonnent d'orpailleurs, travaillant dans une clandestinité. Constitués en groupe, ils exploitent l'or, parfois l'achètent pour ensuite le revendre aux pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, à partir de centrales d'achat installées sur les sites. On achète l'or, on se débrouille quoi.
Voilà, souvent on gagne le prix de popote, souvent on ne gagne rien. Comme c'est notre travail là, bon, donc on est là. Il est venu, il a sollicité notre site, on lui a donné, on est tombé sur, il y a des accords. Donc quand il paye, il reverse la part du village. Et puis bon, lui il va avec, je ne sais pas bon, où lui vend pour lui. Une situation dommageable pour l'État de Côte d'Ivoire, objet du cri d'alarme des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire. Nous venons vers vous pour vous écouter, pour que vous puissiez vous mettre en règle, ce qui veut dire vous organiser pour que ce site-là soit reconnu par le gouvernement. Parce que le travail que vous faites là, c'est dans la clandestinité. Donc il faut que ça cesse. La première dame de Côte d'Ivoire, la femme du président Ouattara ne veut pas les enfants dans les mines. À partir de maintenant, essayez de sensibiliser les autres. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut refaire un peu les trucs ici. Allons-y voir les chefs du village. Comme ça, eux, on a donné de l'argent, les 10 000 francs. Il faut qu'ils essaient de refermer les trous parce que c'est ce contrat qui nous liait. Il faut qu'ils essaient de refermer parce que nous, encore, ils vont venir nous chasser là. Les orpailleurs clandestins se sont durablement établis avec toutes les conséquences que cela engendre. Aujourd'hui, le temps est à la sensibilisation. Le ministre des Mines et de l'Industrie a donné le ton. On va recenser, on va encadrer, on va former ceux qui veulent être dans cette activité. Ceux qui ne vont pas rentrer dans ce processus, ils seront purement et simplement expulsés. Les sites qui ne vont pas accepter seront fermés par les forces de l'ordre. L'UNOMICI lui emboîte le pas, à l'objectif de minimiser les catastrophes, mais surtout interpeller le gouvernement au fin de faciliter les procédures d'obtention de l'agrément donnant droit à l'exercice du métier d'orpailleur. Ces orpailleurs doivent respecter la réglementation. Il y a des cahiers des charges bien définis par le ministère. Nous demanderons à l'autorité de nous aider à libérer la région de ces exploitants clandestins, que ces responsabilités soient situées, les obligations et les devoirs de tout un chacun. Entre courses effrénées vers l'or et campagne de sensibilisation des orpailleurs clandestins, on assiste à la déstructuration du tissu social dans les villages d'accueil, mais encore au développement d'un univers sans loi, sans repères, où vol, prostitution, drogue et insécurité meublent le quotidien de ceux qui y habitent. Un véritable Far West. Et c'était le dossier de la rédaction signé Eugène Atoubé. C'est l'horreur et l'indignation générale après la décapitation de l'otage américain. Et aujourd'hui, Barack Obama a lancé un appel à éradiquer le cancer de l'État islamique. Ce groupe djihadiste qui a revendiqué la décapitation du journaliste américain n'a pas sa place au XXIe siècle. La stratégie de l'horreur et de la terreur est l'arme la plus efficace des djihadistes islamistes. Elle s'inscrit dans une entreprise de propagande barbare. Après les frappes américaines, ils avaient prévenu la famille et l'ex-employeur de James Foley qu'ils seraient exécutés. La semaine dernière, la famille Foley a reçu un message des ravisseurs qui étaient pleins de haine contre les États-Unis qui bombardent les combattants islamistes. Ils ont prévenu qu'ils tueraient Jim. S'exprimant à Rochester devant les journalistes, les parents de James Foley n'ont pas mis la mort de leur fils sur le compte de la décision du président Obama d'effectuer des frappes. Ils ont rendu un hommage à James jusqu'au bout, courageux. Il a été très courageux jusqu'à la fin. Et je pense qu'il a accepté la situation. Il a accepté Dieu. Le département d'État américain a essayé de monter une opération pour porter secours à des otages américains détenus par les djihadistes islamistes en Syrie. L'exécution du journaliste américain a provoqué dégoût et colère dans les capitales occidentales. Un autre Américain, Steven Sofloft, est menacé. Obama, la vie de ce citoyen américain dépend de ta prochaine décision. Les gouvernements et les citoyens du Moyen-Orient ont notre soutien dans leur quête pour leur avenir. Il doit y avoir un effort commun pour extirper ce cancer afin qu'il ne se propage pas partout. C'est une entreprise terroriste qui a décidé d'asservir, d'annihiler, d'anéantir. Les djihadistes ont annoncé une guerre sans merci en semant la terreur. Au-delà de la mort de Foley, c'est la nationalité britannique de son bourreau
qui inquiète et explique la mobilisation des puissances occidentales. Je pense que ce qui rend cette vidéo si horrible, c'est la façon dont elle est encadrée comme un défi aux États-Unis et que cela provient d'un Britannique. Un défi à la présidence américaine de changer la politique étrangère dans cette région. Reste que si les capitales occidentales sont horrifiées par cet acte et conscientes de la menace, le monde musulman, lui, reste impassiblement muet. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h.